En pleine Corée du Nord, un groupe de touristes français vient d'arriver. Nous nous sommes glissés parmi eux. Nous arrivons bientôt dans notre hôtel. Il est déjà 22 heures, alors que tous les touristes vont se coucher. Nous tentons d'aller visiter la ville de nuit. Derrière nous, un homme inquiet arrive en courant. C'est le portier. Nous devons rentrer, car il est formellement interdit de sortir sans guide officiel. Nous insistons quand même. Thank you. Stop. 못 나갑니다. No? No. No? No. No? No. Just here. No. No? Impossible de s'échapper. Nous avons perdu notre liberté, il faut obéir. À l'intérieur, les deux dictateurs nord-coréens, le père et le fils, trônent dans le hall. Monsieur Jean travaille pour l'État, c'est lui le guide officiel. Il escorte les Français. Et il a tout vu. Vous voulez aller vous promener en ville, ils ont dit non. Non. On peut pas se promener en ville. Parce que c'est les hommes qui savent que tu es un espion. Allez, on va manger? Tu sais, si le pueblo est arrêté et prisonnier, c'est tout près d'ici. Ici, tout étranger est un espion potentiel. Bienvenue en Corée du Nord. Le pays le plus fermé au monde. Le symbole de ce qui se fait de pire en matière de dictature. Ce pays vit sur une autre planète depuis sa création en 1953, après la guerre contre la Corée du Sud. Elle vit surtout dans une paranoïa aiguë et une misère absolue. Aucun chiffre ne circule sur l'économie locale, mais on sait que des famines frappent régulièrement la population. À la fin des années 90, plus d'1 million de Nord-Coréens seraient morts de faim. Encore aujourd'hui, selon l'ONU, 20% de la population ne trouve pas de nourriture. Les famines se multiplient dans les campagnes. Et c'est pour cela que le Programme alimentaire mondial distribue près de 400 000 tonnes de denrées alimentaires chaque année. Car l'agriculture locale, faute de machines et même d'animaux, reste proche du néant. Il faut donc se nourrir de ce que l'on trouve, des algues, des racines, moins que le minimum. Officiellement, le pays est dirigé par Kim Il-sung. Cet homme représenté dans tout le pays sous forme de statues monumentales, de fresques et d'affiches, est en effet le président éternel de la Corée du Nord. Mais cet homme est mort en 1994. Son fils, Kim Jong-il, lui a succédé et continue d'enfermer le pays dans le même délire suicidaire. Et cela grâce à une armée toujours plus nombreuse. On parle de plus d'1 million de soldats. Une armée toujours en guerre contre la Corée du Sud, suréquipée et qui dispose même de l'arme atomique. Kim Jong-il peut ainsi continuer l'œuvre de destruction de son père. Résultat, on continue de vivre ici comme dans l'URSS des années 30. Les mêmes files d'attente pour les rares bus qui ont de l'essence. Les mêmes magasins vides, dans lesquels il est interdit de filmer. Le peuple n'y va jamais. Mais il existe aussi des autoroutes. Par contre, elles ne sont empruntées que par des vélos et des piétons obligés de nettoyer les flaques d'eau sur le bitume. Il y a aussi un casino dans la capitale où on peut s'amuser avec des machines à sous, sauf qu'il n'y a rien à gagner. Les pièces ne permettent que de rejouer. On peut aussi s'entraîner au golf, sport ô combien capitaliste, sauf que seule l'élite du régime y a accès. Pour les 23 millions de Nord-Coréens, les temps sont durs. Mais il faut sourire, c'est obligatoire. Les moments de joie sont organisés, même dans les rues, et forcément grandioses. C'est cet univers angoissant, où tout un peuple est conditionné dès la naissance, qu'un groupe de Français a décidé de passer ses vacances. À 8 500 € pour 3 semaines, c'est un séjour aussi cher qu'aux Seychelles. Mais là, pas de luxe, pas de cocotier. Seulement des guides austères et menaçants qui vérifient chaque photo.
Des chambres sans matelas et sans eau courante. C'est la couverture dedans. Regardez. Waouh! C'est bien? C'est bon. Pour moi, c'est parfait. Et bien sûr, des caméras pour vous surveiller en permanence. La Corée du Nord, une version totalitaire du paradis. L'organisateur de ce petit voyage de rêve, c'est cet homme aux cheveux blonds, Guillaume de Vaudrey. Il a une spécialité, les vacances dans les pires endroits de la planète. Dans son groupe, il y a Claude. Pour cette jeune retraitée, ce séjour est le plus important de toute sa vie. Car elle va enfin pouvoir retourner sur les traces de son père, originaire de Corée du Nord. Jacqueline n'a pas hésité une seconde à accompagner Claude, son ami. Elle se définit comme une ancienne trotskiste et va découvrir pour la première fois ce qu'est une vraie dictature. Il y a également Henri. Il a choisi de garder l'anonymat. Ce retraité, les dictatures, ça le connaît. Il est déjà allé en Iran et il a adoré. À son tableau de chasse, il lui manquait la Corée du Nord et c'est maintenant chose faite. Nous serons escortés et surveillés par des guides francophones. Avec les lunettes, Monsieur O. Et à droite, Monsieur Jean. Ensemble, c'est parti pour 3 semaines de propagande. Pyongyang, la DMZ, la ligne de démarcation entre les deux pays, puis l'extrême nord et les côtes de la mer du Japon. Un périple exceptionnel, encore jamais réalisé par des étrangers occidentaux. Pour commencer notre visite au pays du bonheur socialiste, nous sommes invités à partager un grand moment de joie avec le peuple nord-coréen. Et quoi de plus approprié qu'un gigantesque Luna Park, le seul du pays. Ici, tout le monde sourit, des petits gestes de bienvenue mettent tout de suite à l'aise les visiteurs étrangers. Au programme, des attractions d'une autre époque. Tir à l'arc, jeu d'adresse avec des ballons aussi vieux que les joueurs, des balançoires à l'ancienne, ou encore des fusées munies de leurs mitrailleuses prises d'assaut par des adultes sous le regard du surveillant en chef du manège. Évidemment, les infrastructures datent un peu et la sécurité semble douteuse. Il y a aussi le clou du spectacle, les montagnes russes, mais elles sont fermées depuis déjà plusieurs années. Ça n'est pas grave, il en faut plus pour gâcher le plaisir des Français qui embarquent dans la grande roue. À l'intérieur, une joie généralisée et communicative. C'est malin. Non, on continue de monter encore. On monte. On n'est pas encore On est à la moitié. Aïe, 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 aïe. Ça va aller, toi? Peut-être qu'il Là, est en on est train de- arrêté. Je crois qu'on est en panne là-haut. C'était les sièges qui ont peur. Non, parce qu'il est assez calme, il n'y a pas de sonos abrutissants. Mais oui, comme, c'est pas du maintenant, tout dans les le- foires, dans les fêtes foraines, il y a des sonos. Henri semble conquis par l'ambiance bon enfant et le calme du parc. Même Monsieur O, l'un des guides, baigne dans le bonheur et veut l'immortaliser. Moi, je filme la joie du parc d'attractions. Au stand Barba Papa, ça se bouscule. On tend des billets pour s'en acheter, de l'argent pour les enfants, et même des jeunes rappeurs. C'est donc cela, la Corée du Nord, le pire régime communiste de la planète? Il y a des caïras, là. C'est déjà les caïras de banlieue qui débarquent. C'est absolument incroyable. Et si les gens font la queue ici, ce n'est pas pour manger, mais juste pour faire un tour d'auto-tamponneuse. Mais très vite, la réalité de la Corée du Nord refait surface. Un groupe de militaires en goguette apparaît. Le ton change. Attention, c'est des militaires. Pas des photos. Que viennent donc faire ici ces soldats? Pour en savoir plus, nous les suivons jusqu'à un stand un peu spécial. Ouais, ils sont pas vieux là. Monsieur Jean, qu'est-ce qui est écrit là? Ah bah, les impérialistes. Ah bah, les agresseurs, les Américains. C'est vrai? Mais pourquoi il y a cette haine encore? C'est fini la Depuis guerre. longtemps, les Américains ont occupé notre pays. Et puis c'est à cause d'eux, la Corée est divisée en deux. C'est pour ça que- C'est le feu seulement. À cause des Pas Américains, signé. ils avaient déclenché la guerre. Notre nation a souffert tant à cause de la guerre. Pour l'instant, ces bidasses tirent avec des jouets sur des soldats de plomb. Mais ils sont prêts à en découdre pour de vrai. Cette guerre, la Corée du Nord s'y prépare depuis près de 60 ans, depuis sa création. Et l'ennemi absolu, ce sont les États-Unis. 1950, le monde sort péniblement de la Seconde Guerre mondiale.
D'un côté, le bloc communiste, de l'autre, les pro-américains. La Corée se retrouve au cœur de ce conflit idéologique et sombre dans une guerre qui durera 3 ans. Ceux du Sud reçoivent le soutien des Américains et ceux du Nord sont aidés par la Chine. En 1953, la Corée est officiellement divisée en deux. Encore aujourd'hui, aucun traité de paix n'a été validé. De fait, les deux Corées sont toujours en guerre. Les vacanciers vont vite comprendre. Les Français ont droit à une visite sur la zone qui sépare les deux pays. Donc ici, vous entrez dans les 2 kilomètres démilitarisés du côté nord, qui sont cultivés par les paysans. Et à droite, vous voyez le drapeau de la République de Corée. Juste de l'autre côté, à quelques mètres à peine, c'est la partie adverse, les traîtres de Corée du Sud. Pour aller plus loin, il faut se mettre en file indienne et passer un par un sous le regard vigilant des soldats. L'ambiance est tendue et il est interdit de prendre des photos. Nous sommes ici dans la zone la plus sensible au monde. Tout autour, ce sont près d'1 million de soldats des deux camps qui sont prêts à en découdre. Le petit groupe arrive enfin sur la ligne de démarcation, la fameuse DMZ. L'instant est solennel. De chaque côté de la frontière que nous avons représentée en rouge, des gardes. Aucun ne se regarde, mais tous sont aux aguets. Le premier qui met un pied de l'autre côté est immédiatement repéré par cette flopée de caméras et abattu sur le champ. Les tenues des soldats sont complètement différentes. Style rétro du côté nord-coréen, Ray-Ban et équipement à l'américaine chez les autres. Les Américains, ils possèdent le droit de commandement militaire. Dans la zone sud-coréenne, une délégation de généraux américains débarque. Ils vont même se faire prendre en photo avec la Corée du Nord derrière eux. C'est tout ce qu'ils pourront voir du pays communiste. Pour les Français, c'est le moment de partir. Mais avant, Claude tient à laisser un témoignage sur le livre d'or des visiteurs. C'est un moment très important pour cette Française née d'un père coréen et d'une mère française. Et si Claude a fait ce voyage, c'est en mémoire de son père. 90 ans après que mon père ait dû quitter son pays occupé par les Japonais, je viens sur cette ligne de démarcation qui partage la Corée. Ce partage a toujours été la grande peine de mon père, qui n'a jamais revu sa terre natale. Le père de Claude avait fui la Corée en 1920, bien avant l'arrivée du régime communiste. C'est lui, sur cette photo d'époque, juste avant qu'il ne trouve refuge en France. Il ne pourra jamais revenir dans son pays de naissance. Cet instant d'émotion ne fait toutefois pas oublier aux touristes qu'ils sont dans un pays où tout est contrôlé. Au même moment, les soldats et les guides demandent à voir les clichés qui viennent d'être pris sur la frontière. Une bonne partie sera effacée. Pour le petit groupe de Français, cette surveillance pointilleuse est juste une habitude à prendre. Et pour l'instant, personne n'y trouve rien à redire. La visite peut continuer selon le programme concocté par les autorités nord-coréennes. Un programme qui ne laisse rien au hasard. Place donc au musée de la guerre. Au fond de la cour, une vieille dame nettoie des cailloux. Tout d'un coup, une assistante des guides arrive et s'empresse de la faire disparaître. Elle faisait tache dans le paysage, une tache de pauvreté qu'il faut cacher aux étrangers. Car c'est l'image même du pays qui est en jeu, une image de perfection qui va continuer avec cette jeune militaire. Bonjour, soyez les bienvenus à notre musée. Derrière elle, une fresque gigantesque, comme il se doit à la gloire de Kim Il-sung, le créateur de la Corée du Nord. Ici, il est l'égal d'un dieu, et toute l'histoire récente du pays a été réécrite pour lui et par lui. Nous avons fait un film assez sur le problème coréen, sur la guerre coréenne, et ça va vous aider à bien comprendre le problème coréen. C'est donc une version plutôt partisane du conflit contre les États-Unis qui va être servie aux visiteurs. Une version où les Américains tiennent forcément le mauvais rôle. La voix, le style des images, tout y est. On se croirait dans un mauvais film de propagande des années 50. Qui a donc déclenché la guerre en Corée. Voici les séquences qui donnent la réponse.
Écoutez bien comment en Corée du Nord on réécrit l'histoire. La Deuxième Guerre mondiale a permis aux Américains de tirer un gros profit grâce à la vente massive des matériels de guerre. Mais après cette guerre, les États-Unis ont perdu leur débouché d'armes et de matériel de guerre qu'ils avaient fabriqués. Ils ont dû subir une crise économique catastrophique. Ils ont donc prôné qu'il faut déclencher au plus vite possible la guerre de Corée pour s'en sortir, et ils se sont livrés frénétiquement aux préparatifs de guerre. Tout est faux. Les États-Unis n'ont jamais été aussi prospères qu'après la Seconde Guerre mondiale. Mais ce n'est pas grave. Le documentaire continue sa démonstration sur le même ton. Truman, président américain, a prôné dans son message présenté au Congrès en 1945 qu'il faut déclencher une guerre en Corée pour que les Américains puissent dominer le monde. C'est même l'exact contraire. Les historiens s'accordent à dire que c'est la Corée du Nord qui a déclenché la guerre. Une réalité que le régime de Pyongyang nie de toutes ses forces. Et en parfaite dictature, enseigne à tous les enfants du pays dès leur plus jeune âge. Les Français n'en reviennent pas, mais n'osent rien dire. Pas un ne réagit. Docilement, ils vont continuer la visite et ils ne sont pas au bout de leur surprise. Ils traversent au pas de charge les salles remplies de photos et de posters guerriers. La réécriture de l'histoire continue. Ils ont fait pénétrer des avions dans l'air de Chine pour bombarder des villes et des villages et massacrer le peuple chinois. Les Américains qui massacrent le peuple chinois, Henri n'en a jamais entendu parler. Il prend son courage à deux mains et se lance. C'est-à-dire, en quelle année à peu près cet épisode? En quelle année à peu près? Cette bataille, oui. C'est pendant la guerre. Oui, c'est pas une date De précise. 50 à 1953. Oui, d'accord, c'est un exemple de bataille, d'accord. La réponse est vaseuse et prend Henri de court. Mais il n'ose aller plus loin et se fait taquiner par notre journaliste. T'as pas lancé la question? Vraiment dégonflé. Je n'ai pas assez de force. Là, La Corée du Nord est un État totalitaire qui fait même peur aux étrangers. Ici, il n'y a aucune relation diplomatique avec la France. En cas de problème, personne ne peut venir vous libérer ou faire pression. La jeune femme nous attend dans une autre salle. À l'intérieur, des navires et des avions à taille réelle. La leçon de propagande continue de plus belle. Ici, c'est la salle des armes. Ils se sont exposés des armes originaux qui ont obtenu des mérites au cours de la guerre. Et ça, Alors que la jeune soldate récite sa leçon, nous allons oser poser une question sensible. Ils ont fait couler le croiseur lourd américain qui s'appelle Baltimore avec 4 torpilleurs. Et ce torpilleur numéro 21 était le commandant torpilleur dans cette opération. C'est celui que vous avez utilisé récemment pour couler le bateau sud-coréen. Il y a un bateau sud-coréen qui a coulé. Non. J'entends promettre ça. Non. C'est la première fois, c'est que non. Il y a seulement quelques semaines, un navire de guerre sud-coréen a été coulé près des côtes de Pyongyang. À bord, 46 marins ont été tués. Et au moment de la visite des Français, la tension entre les deux pays est à son niveau maximal. Suite à notre question hors caméra, nous serons convoqués plusieurs heures par des agents nord-coréens qui nous conseilleront de ne plus poser ce type de questions à l'avenir, sous peine de devoir prolonger de quelques mois, voire quelques années, notre séjour ici. Mais pour l'instant, tout continue comme si de rien n'était. La guide du musée enchaîne son petit tour, mais la gêne est palpable. Elle présente fièrement un vieux chasseur de l'armée de l'air. Qui s'appelle Mickey. Ça a été visité par le président Kim Il-sung et le camarade Kim Il-sung en 1952. Depuis 1952, ce type d'avion, un MiG-15, est toujours en service en Corée du Nord, comme on le voit sur ces images volées sur l'un des aéroports. Une armée vieillissante qu'il ne faut pas prendre à la légère, comme le démontre cette dernière salle. À partir d'ici, ce sont des armes de l'ennemi. Ce sont des trophées. Toutes ces armes ont tué. Il y a de tout. Fusils mitrailleurs, casques, drapeaux, des chars ou encore des hélicoptères. Une vraie caverne d'Ali Baba d'un goût macabre. Et une nouvelle occasion de remettre une couche sur la culpabilité des méchants américains.
fabriquer des bombes bactériologiques. Vrai ou faux, impossible de faire le tri dans cette propagande grossière. Avant de quitter le musée, le clou de la visite, une gigantesque fresque murale sur la bataille de Séoul. Évidemment, le beau rôle revient aux héroïques soldats communistes qui ont sauvé le régime nord-coréen et continuent aujourd'hui de le maintenir vivant. Nos touristes commencent à comprendre où ils ont mis les pieds. Fatigués, ils rentrent à leur hôtel. C'est l'heure de pointe. Les gens sont surpris de croiser un véhicule. Tout le monde rentre du travail et se regroupe sagement pour attendre les bus. Pour le bus. Ça va, la banlieue. À gauche, ce grand bâtiment, c'est le Palais du Peuple. Nous sommes ici sur les Champs-Élysées locaux à l'heure de pointe. Les rares bus sont bondés et sur le point de rendre l'âme. Et sur le bord des routes, aucune publicité, mais des affiches géantes de propagande pour le régime communiste. On y voit des hommes fiers de construire le futur d'un pays idéal. Un pays où les femmes sont là pour élever les enfants. Ces deux tours à droite, c'est leur hôtel, l'un des plus luxueux du pays. À l'intérieur, un restaurant, mais surtout une télé, tout le temps allumée sur la chaîne nationale. Au menu, chant patriotique devant un parterre de militaires, discours de généraux, bien sûr des images de vacances du dictateur national Kim Jong-il. Et un documentaire sur la meilleure façon d'utiliser une Kalachnikov. Au moment de rejoindre sa chambre, Jacqueline découvre avec angoisse qu'elle ne peut pas envoyer elle-même d'email à sa famille. Tout est contrôlé par l'État et elle doit obligatoirement donner l'adresse du destinataire à un fonctionnaire local. J'ai aucune adresse, moi. Non, pas, j'en ai une, pardon, mais j'ai aucune Pas le adresse. répertoire. C'est pas grave. Bah si, c'est grave. Pourquoi Pas de problème, bonne nouvelle. Moi, avant, c'était comme ça. Mais non, mais je veux dire, c'est que moi, j'ai bien dit aux gens et tout, je leur ai dit, pas de nouvelles, bonne nouvelle. Ici, la règle moindre. Henri, lui, ne trouve rien à redire à ces nouvelles règles contraignantes. Le pays est coupé. Le lendemain, Pyongyang se réveille dans une ambiance surréaliste. Cette musique que l'on entend en fond sonore est diffusée dès l'aube dans toute la ville. Il n'est pas encore 6 heures du matin. Le ciel reste obscurci par les volutes opaques des hauts fourneaux des usines. Déjà de petites mains s'activent pour astiquer les rues encore désertes. Une femme fait la circulation dans le vide, comme une marionnette devenue folle. Tout doit être parfait dans la capitale du régime communiste. Mais il en faut plus pour cacher l'extrême pauvreté du pays. Entre deux rangées d'immeubles, on découvre un curieux manège. Ce camion, c'est une fosse septique sur roues. À 2 pas de là, un groupe d'hommes. Le crâne rasé, habillés à l'identique, militaires ou fonctionnaires, ils pratiquent leur gymnastique matinale en cadence. C'est cela, la Corée du Nord. Une machinerie folle qui dure depuis 60 ans. Ce pays où la religion est strictement interdite à un dieu, il s'appelle Kim Il-sung, le Staline local. C'est lui qui a créé et dirigé le pays de 1953 à sa mort en 1994. Il est partout dans le pays, sous forme de statues, de photos, de fresques. Plus fort que le président à vie, il s'est désigné président éternel. Et comme tout le monde dans le pays, notre groupe de Français va devoir lui rendre hommage
Ça commence par l'achat de bouquets de fleurs. Posé devant la statue de Kim Il-sung. Puis il faut s'approcher de la statue du grand leader. On ne peut pas la louper. Elle fait plus de 15 mètres de haut. Tout en bronze et entourée d'une fresque à sa gloire. Le protocole est très précis. On ne fait pas n'importe quoi devant Kim Il-sung. Voilà, on s'arrête. Guillaume prend les choses en main. Alors, D'abord offrir les bouquets de fleurs et on revient à la voilà, place. alors allez déjà déposer les bouquets, On va déposer, c'est les fleurs. tous les trois. On revient à la place. Revenez, Revenez s'il vous plaît. comme un seul homme. On se met en alignement. On va compter jusqu'à 3. À 3, tout le monde s'incline. Combien de fois? On va s'incliner Une seule fois quand même. Voilà, on s'incline. Alors, 1, 2, 3. On salue. Rendre hommage à l'un des plus grands dictateurs de la planète, c'est une étape obligatoire pour ces vacances un peu spéciales. Moi j'adore. Et le fait de saluer... Ah oui, c'est impressionnant ça. Je crois que les Asiatiques ils saluent beaucoup. Hein. Même quand on se dit bonjour. Hein. Partout en Asie on salue. Et si en France on devait aller saluer la présidence de la République, ça ferait quel effet? Ah moi je n'irais pas. Non, moi je veux pas le culte de la personnalité. Non. Peut-être Carla. Tu sais. Derrière les Français, le petit manège continue. Un autre groupe de Coréens arrive à son tour pour ce pèlerinage obligatoire. Un salut parfait. Puis c'est au tour des balayeurs de faire place nette pour mieux accueillir les suivants. Et c'est ainsi toutes les heures, tous les jours de la semaine. Pour l'instant, le séjour des touristes se passe parfaitement. Les guides nord-coréens parviennent à montrer leur pays sous un meilleur jour. Bien loin de l'image de dictature à bout de souffle que l'on a habituellement. La petite visite de ce paradis communiste se poursuit donc. Prochaine étape, la pizzeria. L'unique pizzeria du pays. Un privilège réservé à l'élite et aux rares étrangers. Ce restaurant n'existe pas par hasard, mais sur ordre direct de Kim Jong-il, le dictateur nord-coréen. Tout simplement parce qu'il adore les pizzas. Et évidemment, comme dans toute zone sensible, interdit de filmer. Tout est parti d'abord de sa volonté de manger de la cuisine italienne, qu'il apprécie beaucoup. Et puis ensuite, il a fait venir ici pendant quelques années un cuisinier italien de Naples. Ça suffit. Et il s'est dit pourquoi pas former un cuisinier coréen en Italie. Donc le cuisinier est parti quelque temps se former et l'expert italien est venu tester la cuisine ici. Au début, le cuisinier italien disait non, c'est pas parfait. On a recommencé jusqu'à ce que l'on trouve la recette la plus parfaite. C'est donc le seul pizzaiolo nord-coréen qui va préparer le dîner des Français. Dans les cuisines, le personnel fait chauffer les fours entre deux pannes de courant. Le petit chouchou du dictateur, c'est lui, l'un des rares Nord-Coréens à avoir eu le droit de sortir du pays. Il y a 2 ans, je suis allé à Rome, en Italie, pour apprendre à faire des pizzas. Ok, thank you. Il faut compter dans les 5 € pour une pizza jambon-fromage. Guillaume rappelle que dans ce pays de famine, ce n'est pas tous les jours que l'on mange aussi bien. Puis vous savez, c'est l'unique occasion où vous mangerez du fromage, donc profitez-en. Au moment de payer, on a le choix, dollars ou euros, mais pas en monnaie locale, qui est interdite aux étrangers. La Corée du Nord commencerait donc à s'ouvrir sur le monde, et pas uniquement pour former des pizzaiolos. Les gens ont le droit de s'amuser un peu. Des bateaux sur le fleuve, Taedong, des animaux de compagnie comme ce petit chien. Les jeunes font du roller sur la place du peuple. Et il n'est plus exceptionnel d'avoir des téléphones portables, mais uniquement pour des appels locaux. Il existe même des endroits où le peuple a le droit de prendre du bon temps. Bowling, billard américain, autant d'indices d'un léger relâchement du régime, et surtout de l'influence des produits de consommation de l'allié chinois. Ces bouleversements, nos touristes ne s'en rendent pas compte. Ce qu'ils cherchent, c'est du traditionnel.
Et pour ramener des souvenirs typiques, quoi de mieux que l'Institut de broderie de Pyongyang? Mais à peine arrivé, une mauvaise nouvelle. Les brodeuses sont invisibles et le resteront. Il y a toujours un truc qui colle. On va Là. se faire rembourser. Et vraiment, on peut pas avoir une ou deux brodeuses Au travail? au travail, juste une ou deux? Une, deux, oui. Est-ce qu'il y a dans ce musée des pièces de broderie anciennes? Oui. Oui, ah, très bien. Les fameuses broderies anciennes, les voici. 2 petits chatons dans le noir, on n'y voit rien. Même avec un briquet, il est impossible de profiter des œuvres. Dans les escaliers, un employé arrive enfin avec une lampe torche. Mais ça ne servira à rien. Il faut rapprocher les pièces de la lumière du jour pour en profiter. C'est très joli, Claire. Ouais. Ça aussi. 150 euros. 150 €. Monsieur O ne perd pas le nord. Le guide tente quand même une petite vente. Ça m'énerve. Qu'est-ce qui t'énerve? Ça m'énerve parce que ces gens ne savent pas vivre, ils se rendent pas compte que c'est... Oui, ils sont résignés, voilà, c'est ce qui m'énerve, parce qu'ils sont résignés. Ça peut durer des lustres encore, des années. La jeune retraitée semble oublier où elle est, dans une dictature totale où il est impossible de se révolter. Le jugement des touristes est sans appel. Bon, ben c'est décevant. On n'a pas du tout vu de pièces anciennes. Il n'y en a aucune là. Il n'y a pas de vêtements. Enfin, si. Leur expliquer que c'est à la machine, ça produit s'ils pas veulent vendre choses des anciennes. trucs, eh ben, ils ont qu'à les allumer. Voilà. Bon. Ça va me plaire, moi, ça. En plus, c'est un savoir-faire et qu'on puisse pas en voir. De toute façon, ils sont tellement fermés dans leur truc. Enfin, avec Internet, la radio, la télé, moi, je me demande quand même comment ils peuvent Ils ont pas Internet. continuer longtemps à penser ça. Ouais. Jacqueline ne réalise pas qu'ici, on ne vit pas comme chez nous. Aucune information n'est libre. Tout est filtré et contrôlé par le régime totalitaire. Internet est même totalement interdit. À la bibliothèque centrale de Pyongyang, les ordinateurs ne manquent pas. Sont-ils connectés sur Internet? Un petit essai sur Google nous permet vite de vérifier. Aucune réponse à notre requête. Rien. Le pays n'a pas de réseau. Les autorités ne le permettent pas. Elles veulent contrôler les esprits de ses citoyens, et ça, dès le plus jeune âge. Dans les rues, c'est bien avant 6 ans que les enfants apprennent à défiler au pas, en scandant des chants patriotiques à la gloire du grand leader Kim. À quelques rues de là, un jardin d'enfants. Ceux-là ne chantent pas, mais s'amusent sur des toboggans et d'autres jeux en parfait état. De nouveau, l'image du bonheur en quelque sorte. Henri, qui vient d'avoir une petite discussion avec le guide, est sous le charme. Il m'a parlé des jeunes, disant c'est pas comme en France. Il dit vous verrez pas de jeunes de SDF dans des cartons. Il n'y a pas d'enfants qui se droguent. Les enfants respectent leurs professeurs. Et c'est vrai que on peut que donner que dire c'est vrai. Voilà. Hein. En fait, la pauvreté est soigneusement dissimulée aux yeux des étrangers. Et quasi impossible à filmer. En revanche, les écoles modèles, comme ici, on nous les présente sans aucun problème. À l'intérieur, les enfants sont évidemment beaux, polis et en permanence souriants. Dans cette salle, on apprend à reconnaître les arbres fruitiers du pays. Un peu plus loin, une collection d'animaux empaillés. En fait, c'est toute la faune locale qui est ici. Quoi de mieux pour apprendre aux enfants à les reconnaître? Petite démonstration devant des Français conquis. La directrice imperturbable continue la visite. L'accueil des enfants est chaleureux, à défaut d'être spontané. Dans cette pièce, les petits de 5 ans apprennent les principaux épisodes de la vie de Kim Il-sung. Et quand ils les récitent, ils y mettent tout leur cœur. À
l'aide d'une vidéo, la maîtresse en remet une petite couche. Le président éternel peut être fier de ses petits écoliers. Avec eux, l'avenir socialiste du pays est garanti et quand ils les récitent, ils y mettent tout leur cœur. Claude, qui a été enseignante toute sa vie, n'en revient pas et commence sérieusement à être mal à l'aise. Alors ils apprennent par cœur. Tout ce qui concerne l'histoire du président et du grand dirigeant. On commence déjà à 3 ans à leur apprendre le lieu, à leur montrer la maison, à répéter ça c'est cet endroit-là, ça c'est cet endroit-là, et là, voilà. Comme ça c'est bien ancré. Pour moi, ma première récitation, je le sais encore. Claude fait attention à ce qu'elle dit, car le guide n'est jamais très loin. Dans cette salle, des lits pour enfants, les lits du pensionnat. Car dès 5 ans, ils passent toute la semaine ici sans jamais rentrer chez eux. L'État se substitue au rôle des parents. Un peu plus loin, d'autres enfants jouent, dansent et chantent au milieu de jouets splendides. Les références militaires restent omniprésentes, comme ces avions de chasse, où certains enfants sont déguisés en officiers de l'armée. Et d'autres embarquent dans un train électrique géant. C'est mieux que dans n'importe quelle école occidentale. Tant de bonheur et de bonne humeur, il faut presque se pincer pour y croire. Comment critiquer quand on voit autant de visages déformés par la joie? Pour clore ce petit tour sur le modèle éducatif local, rien de tel qu'un petit spectacle. Ça commence avec un jeune violoniste surdoué. Tous sont maquillés, tous répètent une chorégraphie apprise par cœur. Ils se comportent comme des adultes en miniature. Guitaristes, danseurs virevoltants, chanteurs virtuoses. Tous les gestes sont au millimètre. Même le sourire semble forcé pour ces petits pantins censés incarner l'idéal nord-coréen. On peut imaginer les centaines d'heures de travail qui ont été nécessaires pour arriver à ce résultat. Pour finir en apothéose, rien de tel qu'une pianiste soliste de seulement 5 ans qui reproduit jusqu'au geste d'un concertiste professionnel. Les touristes français applaudissent la performance et sont tous emballés. Alors, ça vous a plu? Oui. Magnifique. Soyez veillés pour l'orage. Voilà, vous avez fini maintenant, ça c'est la visite au jardin d'enfants. Voilà. Nous remercions la directrice. Merci beaucoup. Et les maîtresses. On va les bonus. J'avais l'impression d'être revenu dans mon enfance, où en effet il y avait le maître qui nous emmenait et nous on était véritablement... on suivait et on ne serait pas permis d'aller courir partout, de faire du bruit ou de ça. C'est vrai que ça me rappelait un petit peu l'école des années 60, 70. Un peu plus loin sous le préau, une affiche retient notre attention. Elle vient quelque peu modérer l'enthousiasme ambiant. Un guide vient traduire le slogan du poster. Le général Kim Jong-il est le meilleur du monde. Et ils veulent devenir les soldats du général Kim Jong-il. C'est ce genre de slogan qui rappelle que l'on est bien dans une dictature dans laquelle l'armée tient un rôle majeur. 25% du budget de l'État lui est consacré. C'est l'un des taux les plus élevés au monde. En France, c'est juste 10 fois moins. En tout, il y aurait plus d'1 million de soldats prêts à en découdre au moindre signe d'agression. Une armée à l'ancienne, comme du temps de Staline, avec des fantassins par centaines de milliers. Des femmes aussi. Des tanks et des lance-missiles. Ainsi que des avions de chasse complètement obsolètes. Pourtant, l'armée nord-coréenne n'est pas si désuète. Depuis 2006, Pyongyang possède l'arme atomique.
C'est justement pour cela que la Corée du Nord fait si peur et n'est pas attaquée, même par les Américains. Une situation dont n'est pas peu fier Monsieur Jean, l'un de nos guides. Nous sommes maintenant très fiers d'avoir une défense nationale très puissante. Par exemple, nous sommes arrivés à posséder des armes nucléaires. Un pays en armes et secret, c'est cela la Corée du Nord. Et c'est vers l'une des régions les plus secrètes du pays que nous nous envolons maintenant, dans le nord, près de la frontière russe. Un vieux biréacteur nous attend sur le tarmac. Il appartient à Air Koryo, qui a été inscrite sur la liste noire des compagnies interdites de vol en Europe. 2 heures d'avion au-dessus des montagnes, en direction de la zone où a vécu le père de Claude il y a 90 ans. C'est pour réaliser ce pèlerinage que la Française est venue. Nous arrivons maintenant près de la Sibérie, et le climat s'en ressent. Normalement, les étrangers ne peuvent pas venir ici. C'est une faveur exceptionnelle obtenue suite à la demande de Claude. Et à région spéciale, encadrement spécial. 3 nouveaux guides nous attendent. Le moindre mouvement, la moindre parole du groupe de touristes seront épiés et si nécessaire sanctionnés. Nous dirigeons maintenant vers le mont Baekdo, c'est-à-dire c'est le sommet du pays de 2750 mètres. Mais après l'hiver, nous sommes les premiers visiteurs avec la voiture. Cette fois, on ne voit pas les traces des voitures. Regardez. Effectivement, la route est à peine praticable. Et très vite, la mauvaise nouvelle tombe. On ne peut pas monter au mont Baekdo. Ah non. C'est dangereux. Vous voyez maintenant. Si ça se glisse, ça sera fini. Il reste encore 28 km à faire sur de la neige gelée. Impossible. Claude est particulièrement déçu. Claude, la route est bouchée là. Oui, mais ça ne m'étonne pas. Vu la quantité de neige qu'il y a, et ils n'ont pas d'engin ici, ils ne mettent pas de sel. Les véhicules ne sont pas équipés. Ils mettent pas de chaîne ou ils n'ont pas les pneus adaptés. Et puis ils déneigent pas, quoi. C'est sûr qu'il faut des sacrés engins pour déneiger. Jacqueline ne va pas se laisser faire. Non, mais on paye pour des prestations et bon, à la rigueur qu'on les ait pas, mais qu'elles soient remplacées par d'autres équivalentes, voilà. Même si c'est pas ce qui est écrit, même si c'est pas pour ce que j'ai signé, ce pourquoi j'ai signé, peu importe. Mais rêver dans la neige, pour être à l'hôtel, putain, on va demander un remboursement. Hein. À défaut de montagnes sacrées, les touristes tentent de visiter le village. Ça a l'air désert. Un village vide. Le village pilote abandonné. Ils sont où les habitants? Je vois pas de fumée, je vois rien du tout. Où sont les habitants? Nous n'en saurons pas plus. Monsieur Jean intervient tout de suite. Il faut rentrer dans le bus. Ce village n'est pas prévu au programme. On rentre. On va aller déjeuner à l'hôtel. Oui, quelle heure il est là? 11h. Mais là, c'est bien, j'aime bien le temps. Plutôt que de rencontrer des habitants, les touristes vont avoir droit à un nouveau matraquage sur la vie du dictateur local. Il fait froid et humide et dans le groupe, on commence sérieusement à se lasser de ces vacances sous contrôle. Pour commencer, on efface les photos prises pendant le trajet. Une jeune femme en tenue de soldat les attend. Bienvenue sur un site sacré où Kim Il-sung, l'homme fort du régime, serait né. Un site où on ne fume pas. Non, pas de cigare. One minute. Non, c'est toujours les mêmes. On va d'abord visiter la maison natale et puis après, en descendant, on va voir. La maison natale de Kim Il-sung. C'est censé être celle-ci. Une relique qu'il faut forcément respecter. Le dirigeant Kim Jong-il a dirigé, on n'en monte pas dessus. Voilà. On nous dit que c'est ici que le dictateur est né et qu'il a mené toute la guérilla pour prendre le pouvoir. Claude, qui connaît bien l'histoire du pays, refuse d'avaler cette propagande grossière. Il est né de l'autre côté de la frontière. Oui, parce qu'ils étaient réfugiés là-bas. Il n'y a jamais eu de guérilla ici, en fait. Mais bon. C'est la propagande, alors. Oui. Comme c'est écrit quelque part que Kim Il-sung a commencé ses groupes de guérilla en 1920. En 1920, il avait 8 ans. Bon,
quand même pas prendre les gens pour des idiots. Enfin, c'est vrai, il a dû commencer dans les années 12 ans. Pris pour des idiots, Claude regrette très vite d'avoir osé critiquer ouvertement le régime. D'autant plus qu'autour de nous, des dizaines de caméras les espionnent. Peut-être qu'ils ont entendu ce qu'on a dit. Crois-tu qu'il y a des micros cachés partout? Ils vont traduire. Et c'est donc en chuchotant que son amie Jacqueline se permet une comparaison peu orthodoxe avec le système politique local. On a l'impression de feuilleter un beau livre de contes de fées. Sauf que l'histoire ne finit pas bien. Que l'ogre est toujours vivant. Enfin, tant qu'on ne se laissera pas manger, tout va bien. C'est une autre maison du même genre, là. Ouais. Henri, lui, ne se pose pas ce genre de questions. Il adore tout et veut le montrer. Il reste bouche bée quand la guide se lance dans un chant patriotique, même sous la pluie. Bravo, merci beaucoup. Merci beaucoup. Très joli. C'est joli, hein? C'est clair. Tout le monde chante bien, c'est fabuleux. C'est composé par le président Kim Il-sung. Quant aux multiples statuts du dictateur, il les salue sans même qu'on le lui demande. L'encadrement nord-coréen n'en revient pas. Avec moi. Oui. Je vais le refaire. On va le refaire tous les deux. Monsieur O est ravi du français qui se comporte comme un vrai partisan du régime. Vous comprenez? C'est la parole. Un peu plus loin, à quelques kilomètres, une autre statue en bronze au milieu de nulle part. Encore à la gloire du dictateur. Encore des fresques guerrières géantes. Ce culte de la personnalité, Claude n'en peut plus. Mais là, ça dépasse tout. Hein. À quel niveau? Au point de vue monumental, construction, puis ce culte omniprésent. Il y a quand même. Henri, lui, n'est pas tout à fait d'accord. C'est qu'il y a une démarche, tout de même, une démarche artistique. Ah bah bien sûr, oui. Oui, mais non, mais il n'y a pas des fois... Mais c'est toujours le même style, hein. C'est comme quand elle chante. Oui, mais Ils prennent toujours les mêmes mines. C'est pareil. L'urbanisme, disons la position des choses. Je fais par exemple Pyongyang, c'est évident que toutes les perspectives sont étudiées, quoi. Je veux dire, ça veut dire qu'on maîtrise tout. Mais moi, ça me fait penser à ce que voulait faire Hitler aussi. Oui, tu veux. Moi, les plans de Berlin. Bien sûr, l'idéal avec Speer, tout ce qu'il a. Voilà. Les plans de Berlin avec Speer, c'est exactement la même chose. Moi, j'ai vu les maquettes. Alors, c'est vrai que moi, ça me. Bon. Je peux pas être fanat de ce style d'architecture. Hein. Non, moi non plus, mais je veux dire que je remarque. Comparer le régime de Pyongyang à Hitler, Claude se lâche vraiment. Au moment de partir, le bus refuse de démarrer. Heureusement, un groupe de militaires passe par là. Et c'est à une bonne dizaine qu'ils se mettent pour pousser le véhicule. Cette solidarité enthousiasme un peu plus Henri. Déjà plus d'une semaine que nous sommes en Corée du Nord. Et nous n'avons toujours pas pu discuter avec des Nord-Coréens. Mais ça va changer. Nous allons sur la côte du pays, près de la mer du Japon, avec la promesse de dormir chez l'habitant et de se promener librement. Mais la réalité est tout autre. Comme tous les rivages du pays, la zone est classée ultra sensible. La preuve, la route est entourée de barbelés électrifiés. Des barbelés pour se protéger contre un éventuel débarquement des Sud-Coréens ou des Américains. Ce village, par exemple, il est interdit de le filmer. Derrière ces palissades blanches, impossible de voir ce qu'il s'y cache. Même pour Guillaume, qui organise ici des séjours depuis une dizaine d'années, c'en est trop. Moi, il m'énerve. Pourquoi? Regarde, la photo que je prends, je me fais engueuler. Hein? Faut pas exagérer. C'est comme ça, je ne programme jamais plus rien dans cette vie. Même toi, ils te mettent à l'amende. Non, mais là, je vais lui passer un savon en retour à Pyongyang. Faut pas exagérer. Je veux bien qu'on n'ait pas le droit de prendre les installations de sécurité, mais prendre des paysages, faut quand même pas exagérer. Comme d'habitude, Monsieur Jean trouve une bonne raison pour justifier ces consignes de sécurité. Chez nous, c'est à la plage, surtout c'est à la côte, c'est interdit de prendre des photos. Parce qu'il y a partout
les zones militaires. Tant pis pour les touristes qui vont quand même pouvoir passer une nuit chez l'habitant. Un privilège extrêmement rare dans ce pays paranoïaque. Sauf qu'ici, tout est faux. Le village a été construit exprès pour accueillir des étrangers de passage. On a construit ce village pour des étrangers qui viennent pour visiter le mont Chilvo. Ok, donc c'est vraiment un beau village avec les belles maisons. Ils ont de la chance en fait. Quant aux habitants, ils ont évidemment été triés sur le volet. Cette femme, par exemple, fait partie de l'élite du régime. La preuve, elle a eu l'honneur incroyable de rencontrer Kim Il-sung, le leader du pays. Un honneur qui n'est pas dû au hasard, car cette charmante dame est l'une des meilleures mamans du pays, comme le rappelle Monsieur Oh. Chez nous, de temps en temps, on organise la conférence des mères, parce que on sélectionne des mères et qui élèvent bien leurs enfants et puis qui travaillent bien, qui accordent un exploit à l'édification socialiste. Plutôt que de supporter un peu plus la propagande du régime, les touristes vont tenter de s'évader. La plage n'est pas loin. L'occasion est trop belle pour échapper au contrôle des guides. Pour la première fois, le vrai visage de la Corée du Nord nous saute aux yeux. C'est cette pauvreté qui assèche le pays qu'il ne faut pas montrer. Un groupe de femmes ramasse des algues pleines de sable sur la plage et les entasse dans des vieux sacs. Ces algues, c'est la base de leur alimentation. Mais nous sommes très vite rattrapés par un membre de l'encadrement. On peut aller voir les bateaux de pêche là-bas? Vous n'avez qu'à venir avec nous. Jusqu'au bateau de pêche. Allez. Non, non. C'est interdit. Je n'ai aucune habilitation pour aller plus loin sur cette route. Et si vous allez là-bas, seul, et même avec moi, après ça... Le geste a le mérite d'être clair. L'homme risque sa vie si le règlement n'est pas respecté. C'est mon dernier mot. Mais allez par là, vers l'intérieur. C'est autorisé. Par là, c'est un autre village. Et cette fois-ci, c'est promis juré. Toutes les photos sont autorisées. À l'entrée, un plan un peu étrange. L'architecture se veut typique du style coréen. On retrouve le moral parmi les touristes. Oui, c'est chouette, j'adore. J'ai fait plein de photos ce matin. C'est beau et propre. Ils ont même le droit à une petite démonstration de la cuisine traditionnelle locale. Mais encore une fois, tout est sous contrôle. Et parfaitement faux. Personne ne vit ici. Les vacanciers ne croisant aucun Coréen, hormis quelques employés qui n'ont pas le droit de leur parler. Nous trouvons un petit passage qui permet d'aller dehors, mais c'est peine perdue. Il y a toujours quelqu'un pour s'interposer. Ah, ok. Non? Non. Ah non, là, this, non? Oh, on va pouvoir se promener dehors, là? Aller au marché? Oui, oui. Qu'à cela ne tienne, nous essayons de convaincre les guides d'aller dehors. Pour Monsieur O, c'est hors de question. D'accord. Bon, moi je vais me promener dehors, dans la rue, et je reviens après. Ah non, ensemble, c'est fermé maintenant, la porte. Ah, pourquoi c'est fermé? Je peux passer par là, c'est ouvert, j'ai vu il y avait un petit passage. Ah non, ça... C'est pas possible. On ne donne pas, ça c'est la tradition, ça peut-être. Monsieur Jean, Monsieur O, il a dit que je pouvais aller me promener dehors et qu'après je revenais ici dans 10 minutes. C'est pas possible. Je vais à la librairie alors. C'est pas possible. Je connais ton truc. Bon, je vais essayer quand même. Notre guide Jean ne se laisse pas berner. Il connaît les règles et risque gros. Pas d'image de la vraie vie. Ce faux village est comme le reste du pays, une prison d'où l'on ne sort pas si facilement. Les lourdes portes en bois massif restent closes sur tous ces Nord-Coréens qui ne peuvent s'échapper de la dernière grande dictature de la planète. Un régime qui vient encore d'être condamné par la communauté internationale.